Sébastien Fath, une question, si je devais en retenir une seule, c'est quoi être protestant en 2017 pour vous? Alors être protestant, c'est d'abord être un chrétien, c'est-à-dire se référer au message de la grâce en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu non pas pour condamner les êtres humains, mais pour leur apporter le salut, le pardon. Donc ça, c'est vraiment central pour l'identité protestante. Et puis ensuite, deuxième point, sur le plan plus sociologique, les protestants ne placent pas au cœur du système l'institution, mais un texte, la Bible. C'est vraiment au cœur de l'identité protestante, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi les protestants sont à l'aise avec de nombreuses étiquettes différentes, de nombreuses confessions différentes, parce que finalement, l'étiquette confessionnelle, c'est pas ce qui prime avant tout. Ce qui prime avant tout, c'est la relation avec Dieu au travers de la médiation biblique. Et pourtant, on a l'impression que, c'est ce que Madame Trottmann a plus ou moins dit aussi, c'est qu'on parle d'engagement quand on est protestant, évidemment, mais on ne parle pas forcément d'engagement politique, au sens politique du terme. Il n'y a pas forcément de grand élu qui se dit ou qui se le revendique protestant. Alors dans la France contemporaine peut-être, mais en revanche si on regarde au-delà, notamment dans l'espace francophone au sens large, incluant l'Afrique de l'Ouest, on se rend compte qu'il y a quand même un investissement politique protestant qui est tout à fait significatif. Et par ailleurs plus proche de nous, en Europe centrale, en Europe du Nord, depuis longtemps les protestants ont investi les plus hautes responsabilités. Alors ce qui joue en France, je pense tout simplement, c'est le caractère très minoritaire des protestants, c'est à peu près 3%, 3,5% de la population, suivant les manières dont on compte. Et fatalement, lorsqu'on représente une toute petite minorité convictionnelle comme celle-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de se connecter à l'identité nationale, de rassurer des électeurs qui ne savent pas toujours très bien ce que c'est qu'un protestant. Et je pense que c'est sans doute le facteur explicatif majeur. Ce n'est pas nécessairement une autocensure des protestants, parce que depuis le 19e siècle en France, les protestants se sont beaucoup investis dans le champ politique. Je crois que c'est plutôt leur caractère minoritaire qui suscite du coup chez les électeurs parfois une certaine méfiance, ou en tout cas une certaine perplexité. On ne sait pas trop ce que c'est qu'un protestant, d'où le travail de pédagogie entrepris notamment par ce magnifique colloque. Vos travaux au CNRS portent notamment sur l'Église évangélique ? C'est bien ça? Alors non pas sur l'église évangélique parce que ça n'existe pas, c'est un objet non identifié. En revanche sur les églises, les missions, les dénominations évangéliques de toutes sortes, oui effectivement c'est mon objet de recherche principal. Alors j'ai commencé à le travailler sur le terrain franco-français en étudiant les églises baptistes, et puis en travaillant sur les baptistes je me suis aperçu qu'il y avait évidemment une influence nord-américaine très importante, puisque c'est aux États-Unis que l'identité baptiste est la plus puissante. Et donc j'ai consacré plusieurs années de mes travaux sur le champ évangélique nord-américain, où les évangéliques sont devenus aujourd'hui l'expression la plus courante du protestantisme. Et puis de fil en aiguille, en travaillant sur ce qu'on appelle les méga churches, les églises géantes, je me suis rendu compte aussi que dans ces assemblées, il y avait un brassage extraordinaire, un brassage de culture, un brassage linguistique, un brassage social, tout à fait extraordinaire. Et ça m'a conduit à creuser davantage la problématique de l'immigration en lien avec les milieux évangéliques. Et en travaillant sur ces questions, je me suis recentré sur l'Europe. Et au-delà, j'ai commencé à travailler aussi sur l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Europe aujourd'hui est marquée par des flux migratoires très importants, du sud vers le nord, avec une présence subsaharienne tout à fait significative. Juste deux chiffres, en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, il y avait 20 000 subsahariens en France. Aujourd'hui, plus de 600 000. Et parmi ces migrants subsahariens, il y a beaucoup de protestants, il y a beaucoup d'évangéliques francophones, et qui vont enrichir la culture protestante européenne et française, qui vont enrichir les assemblées, de nouveaux chants, de nouveaux rites, de nouvelles approches aussi des textes, de nouvelles sociabilités. Et c'est tout à fait passionnant, et c'est donc sur ces thématiques-là, plus précisément, depuis maintenant 5 ans, que je travaille, en particulier ce qu'on définit comme les territoires circulatoires de l'évangélisme, qui sont des territoires transnationaux. Aujourd'hui, dans les mouvements, on n'est plus nécessairement du départ d'un point A vers un point B et puis c'est terminé. On est dans des circulations transnationales. Et par exemple, au niveau des églises congolaises, de nombreuses églises multiculturelles aujourd'hui, il y a une circulation tout à fait spectaculaire des biens religieux, des pasteurs, des chants, entre Kinshasa, Bruxelles, Londres, Paris, ça circule beaucoup. Et c'est peut-être aussi une métaphore finalement de l'évolution de nos sociétés qui sont depuis quelques années vraiment en train de sortir un petit peu du carcan de l'État-nation et qui sont en train de s'ouvrir davantage avec tous les débats que ça pose aussi, y compris les tentations
tentations populistes, les tentations de repli identitaire, les tentations d'exaltation des racines chrétiennes, du terroir, donc tous ces enjeux-là qui se posent et qu'on peut lire aussi au travers de ces terrains de l'immigration et des églises évangéliques multiculturelles. C'est finalement un travail de prospective ce que vous faites. Vous êtes en train égards, de dessiner oui, les contours de l'église protestante de demain. Effectivement, vous touchez un point sensible là, parce que Pierre Chaunu disait au sujet des historiens, il ne prévoit que le passé. Et de formation, je suis historien, donc en principe, je dois m'interdire la prospective. En même temps, vous avez tout à fait raison, ces thématiques-là sont porteuses de dynamique qui éclairent à bien des égards les débats qui sont ceux du XXIe siècle.